C'est l'une des 250 pièces dans ce musée qui sont réunies pour témoigner de la richesse de l'Arc-mer. Son sourire pourrait presque rivaliser avec celui de la Joconde, d'autant qu'il s'imprime sur 3 faces. Absolument. Est-ce que l'Asie, c'est un continent qui vous attire? La culture asiatique m'attire beaucoup. Bon, bah, c'est une bonne nouvelle parce que le plus court chemin vers l'Asie quand on est à Paris, c'est de venir visiter ce musée. Génial. J'imagine que vous n'avez pas souvent le temps d'aller au musée. Je n'y vais pas souvent à Paris, en fait. J'essaye, dès que je suis à l'étranger, quand j'ai l'occasion, une matinée de livre avant un concert. Bon, alors ici, on est au musée Guimet, qui présente 5 millénaires d'art asiatique. 5 millénaires, c'est énorme. Ouais. Bon, qu'est-ce qu'on pourrait lui dire à cette divinité? Parce que souvent, on se prosterne devant les divinités. De veiller sur nous, je sais pas, elle dégage quelque chose de très paisible, de rassurant. Je pense qu'on pourrait lui demander de nous apporter la paix dans cette période compliquée que nous traversons tous. Bonjour Gauthier Capuçon. Bonjour. Bienvenue dans votre Paris des Arts. Vous êtes violoncelliste, un virtuose qui fait résonner son instrument aux 4 coins de la planète. Votre tournée internationale malheureusement a été suspendue, mais on va quand même voyager tous les deux en visitant ce musée Guimet. Vous êtes d'accord? Avec plaisir, allons-y. Depuis sa création en 1889, le musée Guimet n'a cessé d'enrichir ses collections. Au total, plus de 45 000 objets, parmi lesquels des bijoux, des peintures, des sculptures, des habits ou encore des papyrus, témoignent des différentes cultures et civilisations asiatiques. 5 siècles à traverser de l'Afghanistan à l'Himalaya, en passant par l'Asie du Sud-Est, la Chine, la Corée ou encore le Japon. Bonjour Daniel. Bonjour. Merci de nous accueillir. Et vous êtes les bienvenus. On se pose plein de questions évidemment sur cette collection. Je crois qu'elle a connu un parcours assez chaotique. Racontez-nous. Chaotique, oui, parce qu'elle vient de... elle est rassemblée, on va dire, au musée Guimet seulement depuis 1945. Il m'a semblé que certaines de ces statues, notamment, avaient sommeillé pendant des dizaines d'années dans des entrepôts avant d'être redécouvertes. On a eu ici, il y a 6 ans maintenant, presque 7 ans, une exposition sur la redécouverte d'Angkor avec l'émission de Louis Delaporte. Et c'est à cette occasion qu'on a ressorti pour la première fois depuis le début des années 30 le grand moulage de la tour du Bayon qui est ici, le moulage de la porte d'Angkor qui est là-bas. Donc là, nous voici en Inde. On est en Inde. Devant Shiva qui exécute sa danse cosmique. Qu'est-ce qu'elle accomplit en dansant? Elle accomplit à la fois la création et la destruction, puisque la danse de Shiva, c'est une danse qui est associée à la création du monde, au mythe et au rite de création du monde. Cette forme circulaire d'éternel recommencement. Et où est le tambour? Il est dans les mains de ce côté-là. Le tambour, c'est lui qui rythme les actions de création du monde. Gauthier, vous l'entendez, le roulement du tambour ou pas? Je l'imagine complètement quand je regarde Shiva, ouais. Ça donne quelque chose de très rythmé. Daniel, ça c'est une armure de samouraï. On commence par le b.a.-ba. Rappelez-nous ce que c'est qu'un samouraï. Alors un samouraï, c'est un guerrier, tout simplement, qui, je dirais, qui combat pour un seigneur de la guerre, ce qu'on appelle un daimyo. Mais ces armures, elles servaient d'abord à parader, à signifier l'appartenance à un clan, à une famille, à faire prospérer un nom plus qu'à faire la guerre, non? D'abord, elles étaient réservées à une élite relativement peu nombreuse. Les armures, c'est la représentation du maître, c'est la représentation du seigneur. C'est vrai que ces guerriers avaient un rapport presque fétichiste à leur armure. Est-ce que vous, Gauthier, vous avez un tel rapport à votre instrument? Fétichiste, non, parce que c'est... Pour moi, mon instrument, c'est le prolongement de moi, c'est 1 + 1 = 1. Et c'est un mode d'expression et c'est pas quelque chose qu'on revêt pour montrer une appartenance. Donc c'est un contexte effectivement un petit peu différent. Donc là, c'est l'un des joyaux de ce musée, la bibliothèque, qui a une histoire particulière. Alors la petite histoire et la petite anecdote, c'est que Émile Guimet organisait dans cette bibliothèque des cérémonies ou ce qu'on va appeler des spectacles. Et le spectacle peut-être le plus célèbre
Dans la petite histoire qui a eu lieu ici, c'est une représentation de danse brahmanique qu'il avait confiée à une jeune danseuse néerlandaise qui était installée à Paris à ce moment-là, qui s'est produite ici donc devant un public extrêmement choisi. Et à la fin du spectacle, Émile Guimet et Georges Clemenceau, qui était un ami d'Émile Guimet et un grand amateur d'Asie, ont décidé de donner un nom de scène à cette jeune femme. Ils lui ont donné un nom birman, qui est l'étoile du matin. Ça a donné Mata Hari. J'aurais aimé pouvoir jouer pour elle et l'accompagner. Ouais. Gauthier, vous n'êtes pas seulement un brillant interprète, vous êtes aussi un passeur. Vous aimez transmettre. Pendant le confinement, vous avez tissé des liens étroits avec les internautes. Vous avez donné des concerts quotidiens sur les réseaux sociaux. J'ai l'impression qu'au-delà du partage, ça a été également pour vous un refuge. Oui, absolument. J'ai senti que on avait tous besoin, en fait, de vivre à notre manière cette période de confinement, mais on avait besoin en fait, de se tenir par la main et de s'accompagner. Et donc, jour après jour, j'ai joué sur les réseaux sociaux, j'ai posté des vidéos, j'ai fait même mes premiers concerts sur Facebook, chose que je n'avais jamais faite auparavant. Et il y a un lien fort qui s'est tissé à tel point que le premier jour du déconfinement, j'étais perdu. En raison de cette épidémie de coronavirus, vous avez dû annuler plus de 70 concerts, mais vous n'êtes pas resté les bras croisés. Vous êtes à l'origine de l'album collectif Symphonie pour la vie en faveur des hôpitaux. Il a été enregistré en plein confinement. Racontez-nous comment ça s'est passé. On s'est retrouvés à la scène musicale en tout petit groupe, parce qu'on a évidemment respecté les conditions sanitaires et les gestes barrières. Donc c'était en groupe maximum de 3 personnes, avec des parois de verre au milieu. La famille Dosset, la famille Moreau, ils étaient confinés ensemble, donc ils sont venus ensemble. Et on n'a croisé finalement aucun technicien, parce qu'ils étaient tous à des étages différents. Ils nous voyaient sur visio, on avait des caméras qui étaient dans la salle. Et donc c'est un album qui est en soutien aux soignants. Et tous les profits des ventes de ce disque, qui vient de sortir, seront reversés à la Fondation Hôpitaux de Paris, Hôpitaux de France. Cela fait des années maintenant que vous avez acquis une notoriété internationale. Vous êtes l'un des violoncellistes les plus sollicités. Vous avez joué avec les plus grands chefs d'orchestre. Quels sont ceux qui ont marqué le plus votre carrière ? Alors, il y en a beaucoup, ça serait difficile de n'en citer que quelques-uns. Claudio Abbado est l'un d'entre eux. J'ai eu la chance d'être au sein de l'orchestre des jeunes Gustav Mahler, qui est un orchestre qui rassemble des jeunes vraiment de tous les pays du monde. Et donc de travailler, quand j'avais 16-17 ans, avec un maestro, mais un musicien de cette envergure, avec cette aura et cette manière de façonner le son de jeunes qui ne se connaissent pas, qui se retrouvent, qui viennent de cultures différentes et qui sont là pour partager cette expérience, et évidemment cet apprentissage. La première fois que vous avez pris un violoncelle entre vos mains, vous aviez 4 ans et demi, la greffe a tout de suite pris. Quel souvenir vous gardez des premières récompenses, des premiers concerts ? J'en garde un souvenir très heureux, très ludique. Encore une fois, le violoncelle, alors c'est celui qui est le plus proche de la voix humaine, c'est le plus sensuel, même si à 4 ans et demi, on n'a aucune idée de ça, mais on ressent quand même un petit garçon, une petite fille qui a cet instrument dans les bras, on ressent cette manière tactile de jouer, de l'enlacer. Il y a le côté aussi vraiment de contact avec la terre, d'ancrage. Pareil, à 4 ans et demi, on ne parle pas d'ancrage, on parle pas... Mais on sent, il y a la pique du violoncelle qui est dans la terre, les pieds qui sont bien cadrés, puis le violoncelle, il part de la terre et il va vers le ciel. Donc je trouve symboliquement, il y a aussi quelque chose qui est... Voilà, et puis l'archet, il est dans le prolongement du bras. Il y a quelque chose de très fluide, de très beau et qu'on ressent à 4 ans et demi. Donc oui, souvenir très heureux et très, très ludique.
Depuis 2014, vous êtes le directeur artistique de la classe d'excellence de violoncelle de la Fondation Vuitton. Si vous deviez donner un conseil aux virtuoses de demain, ce serait lequel? Quel serait mon conseil envers ces jeunes musiciens? C'est déjà de croire en ce qu'ils font, parce qu'on a tous des moments de doute. Ils sont importants. Il faut les accueillir, ces moments de doute. C'est comme ça qu'on avance. Mais c'est aussi de développer sa propre personnalité. En musique, on a la chance d'avoir un univers qui est tellement vaste. Et en même temps, si on prend une seule œuvre, elle peut être jouée de 1000 manières différentes par 1000 personnes. Parce que c'est ça la beauté, c'est que chacun va y mettre son vécu, va y mettre son âme, va y mettre son cœur. Et chaque jour encore, ça sera différent, suivant l'instant où vous allez l'interpréter. Vous êtes aussi juré musical de l'émission Prodige. Qu'est-ce qui vous plaît dans cette aventure télévisuelle? Alors ça, c'était un beau pari, parce que quand ils m'ont appelé pour la première émission, parce que je suis là depuis la création de ce projet magnifique, j'ai tout de suite été attiré par ce projet qui finalement parle de la jeunesse, parle de la musique, des gamins qui sont talentueux, qui viennent avec des étoiles dans les yeux sur une scène jouée pour la première fois, pour la plupart avec un grand orchestre, et qui viennent, encore une fois, partager leur talent. Et c'est ça qui est magnifique, c'est ça le message aussi. Et puis c'est de la musique en prime time, de la musique classique. Dans son Paris des Arts, Gauthier nous présente la danseuse étoile Dorothée Gilbert. Elle brille sur les plus grandes scènes internationales, à la fois Kitry, Juliette, Gisèle, Odette et Odile. Sa technique sans faille et sa façon singulière de danser, mélange de force et de légèreté, lui ont permis de se hisser au firmament du ballet de l'Opéra de Paris dès ses 24 ans. Depuis, elle ne cesse de nous éblouir. Dorothée, vous avez été désignée danseuse étoile très jeune. C'est un parcours exigeant, qui offre de grands bonheurs, mais qui est aussi semé d'obstacles, d'embûches. C'est ce que vous avez eu envie de raconter dans un livre Étoile paru fin 2019. Qu'est-ce qui vous a donné envie de publier une autobiographie si jeune? C'était pas ma volonté première de publier une autobiographie. C'est le Cherche Midi qui est venu vers moi en me demandant d'écrire un livre. Et je me suis posé la question, qu'est-ce que je pouvais dire ou qu'est-ce qui pourrait intéresser les gens. Et je me suis dit que finalement, mon parcours était quand même assez atypique. On peut avoir l'impression que pour devenir danseuse étoile, il faut avoir tous les dons dès la naissance, qu'on ne peut pas être un vilain petit canard au début et puis finalement se transformer en beau cygne. Vous avez été un vilain petit canard, vous? J'ai du mal à le croire. Oh si, il faut regarder mes bulletins de notes dans mon livre, justement, c'est pour ça que je les ai mis. À l'école de danse, j'avais 2 sur 10 en souplesse, 2 sur 10 en pointe et 2 sur 10 en placement. Quel est le personnage que vous préférez danser, celui qui vous procure les plus grandes émotions? Juliette dans Roméo et Juliette ou Manon dans l'histoire de Manon. Ce sont des rôles forts où il y a une vraie dramaturgie dans tout le ballet, et il y a une vraie histoire racontée. Et ce sont les rôles qui nous amènent le plus loin, parce que quand on danse, on n'est plus vraiment soi, on est un autre ou une autre. L'espace d'une représentation, et c'est beau d'avoir ce détachement en fait. La danse est intimement liée à la musique. Tous les deux, vous avez débuté une collaboration. Comment ça se passe sur scène? Est-ce que vous êtes attentifs l'un à l'autre ou est-ce qu'au fond, chacun est dans sa partition? J'ai toujours été très attiré par la danse. Moi, ce qui m'anime, en fait, c'est ce partage des émotions. J'ai contacté Dorothée pendant le confinement. Je m'étais dit, voilà, c'est l'occasion. Je voyais ses vidéos. J'ai toujours été très admiratif de son talent et puis de surtout ce qu'elle dégage. En fait, c'est ça, moi, qui m'émeut. Quand on est en live avec un musicien, moi, je me nourris entièrement de la musique qu'il est en train de jouer. Donc, plus il met d'émotions, plus ça m'émeut. Et lui, il est inspiré par ce que je suis en train de faire aussi.
Et donc, c'est aussi une sorte d'émulation entre deux arts qui se rencontrent et c'est ça qui est hyper beau. Bon, bah là, on va ouvrir grand nos oreilles et j'espère que vous allez nous faire l'honneur, tous les deux, rien que pour les téléspectateurs du Paris des Arts, de nous interpréter, de nous jouer quelque chose. C'est déjà l'heure de se quitter. Gauthier, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? On souhaite à tous les artistes, on se souhaite tous de retrouver la route des salles de concert très bientôt. Merci beaucoup. Vous pouvez bien sûr revisionner l'émission consacrée à Gauthier Capuçon sur notre site internet. Et puis vous le savez maintenant, le Paris des Arts se poursuit également sur les réseaux sociaux et sur notre compte Instagram, le Paris des Arts Off. À très vite. Merci beaucoup. Merci à vous. Ok, on est bien quand même là, avec la thématique juste...